ce qui est important, s'il vous plaît, ce qui est important, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est que les données qui sont à prendre en compte pour le projet sont donc ce qui est dilué dans l'air et elles sont bien données en microgrammes par mètre cube d'air. Un autre point qui est à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de création de poussière. Le gaz naturel, initialement dans le gaz naturel, il n'y a pas de poussière et la combustion produite ne crée pas de poussière non plus. Les poussières qui sont rejetées de l'unité sont dues aux poussières qui sont déjà présentes dans l'air. Nous allons rejeter uniquement des poussières qui sont déjà existantes dans l'air, puisque dans le gaz naturel, il n'y en a pas, non plus dans la combustion. Au niveau du soufre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, dans le gaz naturel, il n'y a pas non plus de soufre. C'est le gestionnaire du réseau de gaz qui ajoute du soufre pour donner une odeur, cette fameuse odeur du gaz naturel. Cette fameuse odeur que l'on connaît, elle est due au fait que le gestionnaire du réseau gaz rajoute du soufre dans le gaz. Le gestionnaire du réseau gaz, c'est GRT Gaz, c'est une filiale de GDF. Donc la quantité maximale de soufre autorisée réglementairement dans le gaz naturel, elle est de 150 microgrammes par mètre cube de gaz. En réalité, cette valeur, elle n'est jamais atteinte en pratique. La quantité que met GRT Gaz, c'est 10 mg par mètre cube de gaz naturel. Nous sommes positionnés dans des conditions majorantes. Nous avons considéré que la quantité de soufre présente dans le gaz était de 150 mg par mètre cube. Et nous avons obtenu donc une valeur entre 0,4 et 0,6 microgrammes par mètre cube d'air dans le cadre de la dilution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacune de nos études ont été réalisées dans des conditions majorantes, en prenant en compte des hypothèses importantes. Typiquement, nous avons tenu compte des valeurs maximales réglementaires, alors que nous nous situerons en dessous, et nous avons considéré que le temps de fonctionnement pour toutes nos études, que la centrale allait fonctionner 8000 heures par an, ce qui correspond à un temps de fonctionnement à près d'une année, alors que les prévisions de fonctionnement sont de l'ordre de 4500 heures par an. Alors, au niveau des prélèvements d'eau, donc le débit moyen de la Sarre, il est de l'ordre de 45 000 m3. C'est le débit moyen annuel de la Sarre. Le tirage de l'unité, il est de l'ordre de 1100 m3 dans les conditions maximales. Et le débit d'eau rendu à la Sarre, il est de l'ordre de 370 m3. Alors, la quantité d'eau prélevée en pourcentage, en considérant 1100 m3, elle est de 2,4% par rapport au débit moyen de la Sarre. La quantité d'eau réellement prélevée, en réalité, si on soustrait les 1100 m3 aux 370, elle est de 730 m3, ce qui correspond globalement à 1,6% du débit moyen de la Sarre. Ce qu'il faut savoir également, et ce qu'il faut rappeler, c'est que tout prélèvement dans la Sarre est réglementé. La police de l'eau, qui porte bien son nom, est en charge de vérifier les prélèvements et les rejets d'eau dans la Sarre. Et en cas de forte sécheresse, et sur arrêté préfectoral, aucun prélèvement d'eau ne sera effectué dans la Sarre. Alors, ce qu'il faut donc rappeler, c'est que la qualité de l'eau de la Sarre, bon, vous l'avez ici présente sous les yeux, vous avez l'analyse de l'eau à Sarre-Insmin qui est répertoriée de 1998 à 2007. Cette qualité d'eau, elle est publique, hein, elle est présente sur le site rhin-meuse.ofrance.fr. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des substances qui sont déjà présentes dans la Sarre, comme des nitrates, comme du phosphate, du phosphore, du potassium, du sodium et des sulfates. Ces substances sont déjà présentes dans la Sarre. Simplement pour expliquer le cheminement par rapport au tirage de l'eau, donc le prélèvement de 1100 m3 se fera dans la Sarre par l'intermédiaire d'une station de pompage. Cette station de pompage va amener l'eau donc sur la tour d'évaporation, et donc il y a environ 2/3 qui vont être rejetés, c'est-à-dire 730 m3, et 1/3 qui va être donc retomber dans le bac en dessous de la tour de refroidissement. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les éléments que nous vous avons présentés juste avant, donc comme le nitrate, comme le phosphate, comme le calcium, eux ne vont pas s'évaporer. Ils vont donc se concentrer dans le bac qui est situé en dessous de la tour aéro-réfrigérante. Ce qui fait que nos rejets d'eau vont être plus concentrés.
Et ce que nous a demandé la police de l'eau, c'était de mettre en place donc ce fameux bassin qui va être réparti sur 9 hectares pour respecter le futur SDAGE, c'est-à-dire le futur schéma directeur d'aménagement de gestion des cours d'eau qui est prévu pour 2010. Donc pour baisser la concentration initiale des éléments, la police de l'eau nous a demandé de mettre en place un bassin filtrant. Ce bassin filtrant aura une double fonction. Il aura aussi une fonction de bassin tampon. L'eau va rester dans ce bassin environ 5 jours avant d'être rejetée dans la Sarre. Voilà à peu près à quoi peut ressembler ce type de bassin. Donc c'est un bassin dont les plantes qui sont dans le bassin vont se nourrir du phosphate, du nitrate et des autres substances. On a un autre schéma d'une coupe de côté. Vous voyez donc les plantes qui prennent pied au fond du bassin. On nous a demandé aussi de réaliser des études, de faire une étude de dilution. On nous a demandé donc de modéliser une étude de dilution pour regarder quel était l'impact du rejet de l'eau dans la Sarre. Donc cette étude est présente dans notre dossier, dans la partie étude d'impact. Et les conclusions de cette étude, c'est qu'entre 50 et 100 mètres du point de rejet, la qualité de l'eau de la Sarre redevient du même ordre qu'initialement. Les hypothèses de l'étude, et c'est là où intervient le débit d'étiage, c'est ce fameux débit qui est le débit minimum de l'eau de la Sarre pendant l'été, nous avons considéré donc le débit d'étiage pour faire cette étude. Et donc nous avons considéré, dans le cas de cette étude, que le débit était le minimum pendant l'été. Nous avons aussi fait cette étude en obtenant 50 et 100 mètres du point de rejet. Nous avons considéré comme hypothèse que nous n'avons pas tenu compte du bassin filtrant pour faire cette étude. Nous nous sommes mis dans des conditions majorantes. Alors, au niveau du rejet thermique, ce qu'il faut rappeler, c'est que de la même manière que précédemment, les rejets thermiques sont également réglementés. Il n'est pas possible après mélange au niveau du point de rejet, après le mélange, il n'est pas possible de réchauffer la Sarre de plus de 3 degrés. Donc si la Sarre est à 12 degrés, nous n'avons pas le droit, après le point de mélange, que la Sarre atteigne 15 degrés. De la même manière, si la Sarre est à 20 degrés, après le point de mélange, elle ne peut pas être réchauffée à 23 degrés. Donc dans ce cadre, la police de l'eau nous a demandé de faire 2 études. Dans le cas normal, en considérant le débit d'étiage avec une température moyenne de l'eau de la Sarre à 18 degrés. On nous a demandé aussi de faire une deuxième étude dans le cas exceptionnel avec le débit d'étiage et une température moyenne de l'eau de la Sarre à 26,6 degrés. Donc le résultat de ces études, aujourd'hui, vous avez une échelle ici qui est une échelle de 50 mètres. La température de 18 degrés ici est représentée en bleu, et on voit qu'au bout de quelques mètres, l'eau de la Sarre récupère sa température initiale. Dans le scénario exceptionnel, la température de la Sarre ici est à 26 degrés en jaune, et qu'on voit qu'également aussi, au bout de quelques mètres, l'eau de la Sarre récupère sa température initiale. Voilà pour la présentation. Voilà, je remercie le maître d'ouvrage de ses explications. Nous allons passer maintenant au débat public et contradictoire. Donc nous attendons la première question. Voilà, madame, veuillez vous avancer devant le micro. Marie-Thérèse Dolé. Je voudrais savoir quels sont les effets du dioxyde de soufre et du dioxyde d'azote sur la santé des personnes âgées et des enfants. Que dit exactement, quelles sont les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé? Merci. Voilà le demandeur. Oui, je laisse la parole au bureau d'études, l'ESSES, si vous voulez peut-être vous présenter. Est-ce qu'il est possible de peut-être faire un tour de table? Est-ce qu'il est possible peut-être de faire un tour de table avant pour se présenter? Je ne sais pas. Pardon. Non, attendez. Non, il faut... Non, il va répondre. Il va répondre. Non, vous n'êtes pas là pour répondre. Non, mais simplement, ce que je voulais proposer. Vous attendez que le maître d'ouvrage ait fait sa réponse. C'est de faire un tour de table pour que les gens se présentent, mais la personne qui va répondre va directement se présenter. Ça sera peut-être plus simple. C'est ce que j'avais demandé tout à l'heure. Christelle Barban, CDF Ingénierie.